Vous écoutez le balado du Comité du droit de l'environnement de l'UQAM. Cette semaine, on jase droit de l'énergie et des ressources naturelles avec Maître Christophe Krolick. Les animatrices de la semaine sont Mathilde Simard et Flavie Rioux-Routier. D'abord, bienvenue, Christophe, au balado On jase. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, on jase droit de l'énergie, droit de l'environnement et droit des ressources naturelles. Donc, Christophe Krolick, vous êtes professeur à l'Université de Laval en droit et vous êtes titulaire de la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie. Donc, vous avez réalisé votre thèse de doctorat en droit de l'énergie, puis votre postdoctorat sur le droit à l'énergie. Donc, afin de nous situer un peu là, au cours d'entretien et de notre discussion, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu vos recherches, le rôle qu'ils ont eu un peu dans votre parcours professionnel? Oui, merci Flavie pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ma thèse a effectivement porté sur la question du droit de l'énergie. Donc en fait, le droit de l'énergie, ça consiste à s'intéresser aux règles qui nous permettent au quotidien d'avoir accès à, par exemple, de l'électricité. Le fait que simplement, quand on appuie sur un interrupteur, l'électricité, la lumière arrive directement sans forcément qu'on se pose de questions. Puis pourtant, derrière ça, il y a tout un phénomène complexe qui consiste à produire, à transporter, à distribuer, jusqu'à arriver au consommateur, par exemple pour cette électricité ou pour le gaz, pour l'essence. Et donc ça, c'est le droit de l'énergie. C'est l'ensemble de ces règles qui encadrent l'accès à l'énergie. Puis, dans le cadre de mon post-doctorat, donc qui a suivi cette thèse, c'est le droit à l'énergie, plus spécifiquement. Dans le cadre du droit à l'énergie, là, on s'intéresse plus aux personnes qui accèdent à l'énergie avec une concentration sur les personnes qui sont plus en difficulté, en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'accéder à l'énergie pour se chauffer, pour s'éclairer, pour se transporter ou pour pouvoir écouter ce balado, ça prend de l'électricité, ça prend de l'énergie et c'est pas tout le monde qui peut se payer ou certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres. Et ça intègre les questions de droit à l'énergie et là, on s'intéresse, dans ce cadre, aux règles qui permettent à ces personnes plus défavorisées de quand même pouvoir accéder à l'énergie. À l'issue de ces recherches, eh bien, il y a eu, une annonce à l'université Laval, un poste qui s'ouvrait sur les questions de droit des ressources naturelles et de l'énergie et qui était associé à une chaire sur le droit des ressources naturelles et de l'énergie. Alors j'ai appliqué à ce poste et puis, j'ai eu le plaisir d'être pris pour ce poste et donc d'engager une nouvelle aventure et donc venir de l'Europe jusqu'au Québec et donc, de mener ces activités professionnelles depuis 6 ans maintenant. OK, donc ça fait, donc c'était comme en 2015 que Ouais, ça a c'est commencé? ça. OK. Exactement. En fait, au décembre 2014, donc en fait, quasiment au début 2015, donc on vient de fêter, effectivement ça fait 6 ans et le temps passe vite. Mes félicitations. Merci. Puis c'est quoi exactement la chaire de recherche? En quoi portent vos recherches et tout ça? C'est quoi l'objectif de cette chaire de recherche-là? Oui, oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une chaire, hein, finalement? On peut s'interroger. Parfois, on s'interroge sur la recherche en droit, puis là, une chaire alors? Mais en fait, dans notre jargon, on dit: «C'est une entité structurante». Qu'est-ce que c'est qu'une entité structurante? En fait, ce sont des financements qui sont apportés pour, dynamiser un secteur, un domaine et rapprocher des personnes. Et donc, concrètement, comment ça se traduit pour les étudiants? Comment ça se traduit en termes de recherche? Ça permet de développer des nouvelles formations. Donc, avec la création de cette chaire, ça a permis de créer des nouveaux cours ou certificats en droit pour les personnes qui veulent, s'enrichir du droit des ressources naturelles et l'énergie, mais sans en faire une activité, juridique. Donc, il y a de nombreux professionnels qui peuvent ainsi l'intégrer dans leurs activités professionnelles au baccalauréat pour, les étudiants, les étudiantes comme vous qui, passent leur bac en droit et puis qui souhaiteraient avoir un cours, une formation spécifique sur le droit des ressources naturelles et de l'énergie
Et puis pour d'autres aussi qui, au cycle supérieur, souhaitent continuer à la maîtrise, par exemple, au doctorat, voire au postdoctorat, et ainsi approfondir leurs recherches pour leur carrière professionnelle. Ça, c'est la partie formation. C'est le premier élément de la chaire. Le deuxième aspect, c'est la recherche. Ce qui est important pour une chaire, c'est une chaire de recherche, c'est de pouvoir mener des recherches sur des thématiques précises. Spécifiquement, c'est la transition énergétique. Et donc, c'est les aspects juridiques de la transition énergétique. On sait qu'on parle de plus en plus, on a de plus en plus besoin d'une transition énergétique. Et puis que le droit, ça encadre les règles sociales. C'est l'organisation de notre société. Alors, pour bien mener cette transition énergétique, faut fixer ce cadre. Et donc, une partie des recherches porte sur ces éléments-là. Mais pour mener la transition, il ne suffit pas d'avoir des projets qui soient respectueux de l'environnement. Il faut aussi respecter les personnes. Et de plus en plus, l'acceptabilité sociale, c'est un élément qui est important pour ces projets de développement de ressources naturelles. Alors la chaire porte sur ces deux éléments-là, la recherche sur la transition énergétique, ces aspects juridiques, et la recherche sur les aspects juridiques de l'acceptabilité sociale des projets. Et enfin, troisième et dernier pilier, c'est le rayonnement, la diffusion des connaissances. Parce que c'est bien de pouvoir mener des recherches, de pouvoir écrire des articles, de donner des conférences à des experts et des expertes comme vous. Mais ce qui compte aussi, c'est de pouvoir rejoindre le public, le grand public. C'est ce que l'on fait d'ailleurs, je le souhaite, avec ce balado. Et ça, c'est le troisième pilier. C'est le rayonnement et la diffusion des connaissances. Vous avez parlé d'acceptabilité sociale des projets en développement des ressources naturelles, tout ça. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau-là, acceptabilité sociale des projets? Puis, est-ce que vous avez comme un exemple concret de ce que la chaire fait à ce niveau-là ou au niveau de la recherche en droit en général? Je pense que vous pointez le doigt sur quelque chose qui est important, hein. L'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. On le voit dans les médias, dans les projets, notamment dans le secteur minier. Parce que le secteur minier, c'est un secteur qui est important, qui est essentiel pour notre économie, mais qui a quand même des impacts sur l'environnement, sur les populations. Et donc, pour cela, ça fait partie maintenant des critères parmi les plus importants. Lorsqu'un projet doit se développer, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit se concentrer le plus. Mais c'est un petit peu flou ça, l'acceptabilité sociale finalement, hein. Qu'est-ce que ça regroupe derrière ça? Puis encore plus flou que ça, c'est qu'est-ce que le juriste peut faire en matière d'acceptabilité sociale? Exact. Puis le droit finalement, qu'est-ce que c'est que l'organisation des règles? Faire en sorte que, les activités, eh bien, s'organisent d'une meilleure ou d'une bonne façon qui soit pour atteindre des objectifs sociaux, environnementaux. Alors pour être concret, eh bien, dans le cadre d'une recherche, on appelle ça le pôle juridique d'un indice de risque social des projets miniers. Puis d'ailleurs, ce gros mot-là un peu barbare, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on a, avec, des dizaines d'étudiants, sur plusieurs années, en fait, on s'est intéressé à 5 juridictions au Canada. On a pris le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Nunavut. Puis là, on s'est dit: quelles sont les règles dans la réglementation qui vont pouvoir influencer l'acceptabilité sociale, qui vont avoir un rôle en matière d'acceptabilité sociale pour les projets miniers? Puis, l'impact, c'est peut-être les impacts environnementaux. Comment on encadre justement, les risques environnementaux des projets? Comment, on encadre, les retombées socio-économiques aussi? Qu'est-ce que les populations retirent, de ces projets? Au niveau de l'emploi, au niveau des retombées, au niveau de la formation? Comment ces populations participent au processus? Est-ce que c'est un processus qu'on impose? On vient là, il y a une autorisation, puis paf, ça s'engage? Ou est-ce que les populations ont leur mot à dire? Est-ce qu'elles peuvent s'impliquer? Est-ce qu'elles peuvent participer? Est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'à signer des ententes sur une collaboration? Alors, c'est tous ces éléments-là qu'on a étudiés, identifiés dans ces 5 juridictions pour en créer des indicateurs. Et on a pu en déduire dans ces indicateurs, eh bien, que certaines règles dans les juridictions vraiment amélioraient améliorer l'acceptabilité sociale, donc réduisaient le risque social. Puis on a fait ça pour ces 5 juridictions.
Et ça a permis de voir, eh bien, dans tel domaine, par exemple l'environnement, eh bien, le Québec est en avance grâce à certaines règles. De voir là aussi où il y a encore des carences et où on peut encore améliorer l'état de la réglementation pour améliorer l'acceptabilité sociale des projets. Puis, concrètement, par exemple, au Québec, vous en êtes arrivé à quel genre de conclusion à ce niveau-là? Alors, à l'issue de ce projet, on a une dizaine de recommandations qui ont émergé. On a trouvé que le Québec s'en sortait plutôt bien par C'est vrai? rapport à certaines provinces, oui. Notamment en matière environnementale, on a quand même des règles qui permettent une évaluation des impacts environnementaux. La loi sur la qualité de l'environnement a été, Mhm. améliorée, amendée, il y a peu de temps pour, impliquer davantage le public. Alors, sur ces éléments-là, le Québec, est quand même à l'avant-garde et puis c'est quand même, intéressant de savoir qu'on peut être à l'avant-garde sur ces éléments-là. Oui, tout à fait. C'est Puis, rassurant, mais j'imagine qu'on a quand même du chemin à faire malgré tout. on a du chemin à faire sur d'autres aspects, peut-être en matière un peu de décentralisation, c'est-à-dire, le rôle des municipalités. Il y a eu des avancées, hein, sur la possibilité pour les municipalités d'encadrer des territoires, voire d'interdire certaines activités sur les territoires. Les municipalités, toutefois, ont quand même un rôle limité. Puis on se rend compte aussi de plus en plus que, les retombées socio-économiques, c'est important pour les populations. Puis, même s'il existe des règles dans ce domaine, on a peut-être encore un petit peu de chemin à faire pour, encadrer davantage, prévoir davantage, s'entendre encore un peu mieux pour, eh bien, peut-être encadrer encore mieux, avoir plus de visibilité sur les retombées socio-économiques. Finalement, c'est quand même rassurant de se dire que, eh bien, la réglementation, on a encore du potentiel pour l'améliorer et faire en sorte que les projets futurs soient encore meilleurs. Oui, définitivement. Puis, dans le fond, vous avez mentionné, pardon, que votre chaire de recherche, donc, prend fin, là, incessamment, dans quelques jours. Ouais. Puis, dans le fond, elle était financée, ben, on comprend par le nom, là, dans le fond, qui est la chaire de recherche et d'innovation Gold Corp, on comprend que c'est financé par une entreprise minière et donc un cabinet d'avocats également. Mmh. Donc, en quoi consiste ce partenariat-là? Donc, on comprend que c'est de la recherche avec des entreprises privées. Donc, Mmh. à quoi on peut s'attendre de ce partenariat-là? C'est une bonne question. Vous avez mentionné le mot partenariat et c'est important de travailler en partenariat. On l'a vu pour nos projets de développement finalement, c'est une rencontre, de différents, intérêts qui se rejoignent et créer une chaire, créer une entité structurante, sur une activité sur plusieurs années, bah, ça prend, de part et d'autre, l'envie de changer les choses. Dans le cas de cette chaire, bah, c'était l'envie d'une entreprise minière et d'un cabinet d'avocats de pouvoir, développer le droit des ressources naturelles et de l'énergie et comme on l'a mentionné, il y a quelques instants, bah, de développer la formation pour les étudiantes et les étudiants, de développer la recherche dans des domaines aussi importants que la transition énergétique et l'acceptabilité sociale des projets miniers et de diffuser cette connaissance pour que le public puisse avoir accès à cette connaissance. Donc, ça part d'une envie, ça part d'un projet, mais ça nécessite aussi un lien de confiance entre les parties. Les partenaires ont mentionné leur intention auprès de plusieurs universités et puis finalement, on a fini par, faire une proposition. Des universités ont fait des propositions auprès de ces partenaires, et puis il y a eu comme un lien qui s'est créé, un lien de confiance entre ces entités, entre l'université et un programme de recherche sur lesquels on s'est entendu sur ces thématiques. Et puis une structure qui s'est mise en place. Donc, comme, toute relation, il y a un cadre juridique, bah, là, il y a ce qu'on appelle une convention de chaire. C'est un contrat entre l'université Laval, entre ses partenaires, qui précise les modalités de cette collaboration, et puis comment finalement on va se rencontrer et puis avancer ensemble pendant plusieurs années.
On en vient un peu à la question, je dirais, critique, un peu dans ce contexte-là où une chaire de recherche est financée par une entreprise comme Goldcorp. Quelle garantie on peut prévoir pour favoriser un peu l'indépendance de la recherche? J'imagine qu'en tant que chercheur, c'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est même non négociable, je vous dirais, en tout cas en ce qui me concerne. Puis pour l'université Laval. Et puis, il faut pouvoir traduire ça concrètement, juridiquement aussi. Et je pense que ça vaut pour une chaire, mais ça vaut pour toute entente. C'est que c'est la question du lien de confiance, de la prévisibilité aussi des choses. Mhm. De bien faire comprendre aux partenaires que on n'est pas dans une commande, un projet de recherche que l'on commande, puis que l'entreprise pourrait décider. Il y a un projet de recherche qui est transmis, qui est proposé au partenaire, puis ce partenaire qui on s'entend sur les grandes lignes de ce projet. Il y a aussi des règles éthiques qui existent à l'université Laval, une sorte de cadre de politique, à la fois au niveau de l'université, au niveau de la faculté aussi, pour vraiment cadrer l'indépendance du chercheur, puis faire en sorte qu'on ait cette indépendance qui soit garantie. Donc, comme on le disait, il y a ensuite une convention de chaire qui est signée et qui précise vraiment les modalités de l'entente. Et puis après, il y a la vie du projet en tant que tel. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on se rencontre annuellement. Il y a une rencontre qui se fait dans le cadre d'un comité directeur. Comité directeur, il regroupe des membres de l'Université Laval et des représentants des partenaires. Dans le cadre de l'Université Laval et de ma chaire plus précisément, les membres de l'Université Laval sont majoritaires sur ce comité. Et puisque les décisions sont prises à la majorité, eh bien, on a une garantie supplémentaire que les décisions, au final, ne s'imposeront pas, mais qu'il y aura quand même une part majoritaire de l'Université Laval. Puis pour le chercheur, pour le titulaire d'une chaire, c'est vraiment important d'avoir cette garantie que l'université a à la main sur ces éléments-là. Au-delà du côté juridique, je pense que c'est important de faire le point avec l'entreprise, de partager, parce que il y a des aspects humains, puis je peux vous assurer, en tout cas dans mon cas, c'est qu'il y avait vraiment une envie, il y a quelque chose qui s'est créé d'un partenariat qui est plus que financier. Ouais. Cette volonté de faire changer les choses autour d'un projet de recherche, elle était là dans mon cas et c'était porteur. Mais d'avoir en plus cette garantie d'indépendance, je pense que c'est important. Mais vous l'avez souligné, je pense que c'est le dernier point, mais non des moindres en importance, c'est pour le public. Il peut y avoir une méfiance du public et je pense Ouais. qu'elle est légitime et elle est nécessaire. Et comment on répond au public lorsqu'on dit on est financé par des acteurs privés et notamment par une entreprise minière? Eh ben, je pense que l'une des meilleures réponses à offrir, c'est la transparence. Et vous l'avez souligné, un des premiers éléments de transparence, c'est d'avoir mis le nom de l'entreprise dans la chaire. Comme Mhm. ça, les personnes savent directement, OK, là, attention, il y a une entreprise derrière. Alors, on est d'autant plus vigilant. Je pense que Ouais. c'est d'autant plus transparent de dire, bah, écoutez, voilà, c'est c'est une chaire financée par telle entreprise. Et puis, dans le cadre de nos règles éthiques, en plus de l'afficher, on s'oblige à la faculté de droit de mentionner les sources de financement lorsqu'il y a une recherche, une publication derrière. Donc, lorsque, par exemple, une recherche est financée par une entreprise privée, dans la publication, on doit le dire, on doit le citer. Lorsqu'on cite la chaire, ben, on sait c'est la chaire Goldcorp. Puis il suffit d'aller sur le site internet, puis vous allez voir précisément qui sont ses membres, comment ça fonctionne. Et je pense que c'est un gage de transparence. Puis oui, la personne, lorsqu'elle va lire, puis elle va voir que le professeur est titulaire de la chaire Goldcorp, appelons-la comme ça, eh bien, il peut être méfiant. Et la méfiance est une Ouais. bonne chose. Parce qu'au moins, il va être vigilant, il va regarder, puis c'est comme ça qu'il va pouvoir se faire une tête de voir s'il y a vraiment, selon lui, une réelle indépendance. Et quel bilan peut-on faire? Parce que vous l'avez dit, la chaire arrive à échéance dans quelques jours. Quel Ouais. bilan peut-on faire au bout de 6 ans? C'est qu'en fait, il y a eu plusieurs projets de recherche qui ont été menés. Et maintenant, je pense que la majorité des projets se font même avec les communautés autochtones. Alors, je pense que si j'ai pu aller de l'avant
avec ces projets, d'avoir la confiance. C'est parce que finalement, c'est peut-être la qualité des recherches sur lesquelles on s'est fixé, plutôt que sur le nom de l'entité. Mais j'imagine qu'en soi, ça vous apporte quand même, outre le risque, disons, de biais que vous avez mentionné, qui finalement, que vous prenez toutes les mesures en amont pour limiter, puis favoriser pas seulement un financement, mais vraiment effectivement un partenariat. J'imagine que ça vous donne une certaine force à ce projet-là, à cette chaire de recherche. Ça vous donne une force de donner certaines opportunités, certains avantages que peut-être d'autres chaires n'ont pas ou ont, mais de façon différente pour, disons, les étudiants ou pour la recherche en général en droit, puis en droit d'énergie et des ressources naturelles. Mhm. C'est vraiment intéressant effectivement de voir que oui, ça apporte du financement. Alors le financement, on peut l'offrir directement pour les étudiantes et les étudiants, et la chaire a permis d'offrir des prix, des bourses d'excellence pour les étudiants, puis en finançant leurs recherches, ils ont eux-mêmes pu obtenir d'autres prix et bourses. Donc, une partie du financement peut être redistribuée directement aux étudiantes et aux étudiants. Puis, vous le savez, hein, en étant étudiante, c'est quelque chose qui est quand même important. Payer ses études, C'est c'est sûr. c'est majeur. Alors, puis ça incite hein, justement de pouvoir continuer. Ça donne des possibilités. Au-delà du financement, on l'a vu, ça permet, en recrutant un nouveau professeur, ça permet de développer des nouvelles formations. Pour le Québec, notamment, ça a permis à toute personne finalement qui veut se former en droit des ressources naturelles de l'énergie, même si elle ne veut pas en faire une profession juridique, eh bien, d'avoir une formation, puis d'aller jusqu'à des niveaux très élevés, jusqu'au cycle supérieur. Donc, le fait de développer aussi des formations, c'est important. C'est important de pouvoir développer ces éléments-là. Puis pour les étudiants, pour la recherche, ça donne un rayonnement aussi d'avoir une chaire, d'avoir un site internet, d'avoir un compte Facebook, d'avoir un compte Twitter. Ça nous fait connaître et ainsi de développer des projets de recherche et d'attirer comme ça de nouveaux financements et de rayonner à l'international. Donc comme ça, il y a des projets de recherche internationaux, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec l'Amérique du Sud, des collaborations avec l'Afrique qui ont pu se faire et certainement qui ont été facilités parce qu'au-delà de la personne, il y a une entité structurante, il y a une équipe de travail qui travaille ensemble. Et puis comme ça, des projets de recherche internationaux, avec la francophonie notamment, ont pu se développer. Donc je pense que ça donne une sorte de vitrine, puis c'est comme une sorte de tremplin, d'accélérateur pour une discipline qui est nouvelle au Québec, d'émerger. Et puis enfin, non des moindres, on parlait de confiance parce que toutes les questions de transition énergétique, d'acceptabilité sociale, euh, c'est pas juste dans les livres que ça va se passer. Il y a de l'humain, il y a des entreprises, il y a des populations, et c'est aussi de rapprocher, de comprendre comment ça se passe concrètement. Je pense qu'il y a une mutation là du droit, du juriste aussi, qui va consister à accéder à d'autres sources du droit. Alors pour les juristes qui nous écoutent et les autres, on sait souvent que les sources du droit principales, toutes les normes constitutionnelles, les lois, les règlements, mais il y a aussi le contrat. Et les contrats, les ententes sont beaucoup utilisés dans les projets de développement, notamment en matière d'acceptabilité sociale, avec les ententes qui sont faites avec les communautés, avec les peuples autochtones. Or, la plupart de ces ententes sont confidentielles. Alors, comment peut-on faire des recherches en droit si on n'a pas accès à ces documents? Et ces documents, ce sont les entreprises qui les détiennent. Ce sont ou bien les peuples autochtones qui signent ces ententes. Alors, pour pouvoir travailler et pour pouvoir améliorer et faire de la recherche sur ces éléments-là, il faut pouvoir accéder. Et pour pouvoir accéder à ces sources du droit, il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance des entreprises, il faut avoir la confiance des populations. Et donc, pour cela, eh bien, il faut tisser des liens, il faut se faire confiance. Et puis, une fois que la confiance est installée, ça permet de développer des nouvelles recherches, et notamment des recherches là sur les meilleures ou sur les bonnes pratiques juridiques
en matière d'acceptabilité sociale des projets. Puis lorsqu'on parle de bonnes pratiques juridiques, on l'a vu avec le pôle juridique, on sait, la réglementation pourrait encore être améliorée, mais comme il y a encore des avancées qui peuvent être faites, pour combler ce vide, on recourt au contrat, et donc le contrat vient compléter la réglementation. Et en accédant à ces contrats, là, on peut faire des recherches sur les bonnes pratiques juridiques. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement dans le cadre de ces ententes, par exemple, pour améliorer l'acceptabilité des projets, pour faire en sorte que ces projets soient meilleurs pour les populations. Et donc ça nous fait, ça nécessite d'accéder à ces informations confidentielles, donc de créer du lien de confiance. Et donc, en ayant mis en place tous ces éléments-là, ça permet d'avoir cette confiance, mais aussi de faire travailler les étudiants et les étudiantes sur des projets extrêmement stimulants qui vont au-delà des sources traditionnelles du droit. Ouais, c'est une chance, définitivement. Mais c'est super intéressant ce que vous nous dites. Puis justement, vous mentionnez que il faut de plus en plus accéder à plusieurs sources du droit pour pouvoir avancer dans la recherche. Puis on sait que les enjeux de développement durable sont de plus en plus complexes et exigent de plus en plus de mener des recherches en intersectorialité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Les projets de développement en ressources naturelles, en énergie, comportent une dimension juridique, mais pas seulement. Il y a des dimensions économiques pour les entreprises, mais aussi, on l'a vu, pour les populations, avec des questions sur les retombées. Il y a des questions sociales aussi, des questions culturelles sur le respect notamment, par exemple, des droits autochtones, le respect aussi de la protection de l'environnement. Et ces éléments-là, en fait, on parle d'intersectorialité à l'université. On parlait par exemple d'interdisciplinarité. L'intersectorialité, c'est de faire en sorte que les disciplines universitaires se parlent, tout simplement. Les ingénieurs, ceux qui s'intéressent aux aspects plus de procédés, au niveau de l'exploration, de l'exploitation minière, par exemple, mais aussi les économistes qui analysent la rentabilité des projets. Les questions de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Comment intégrer la culture de développement durable dans l'entreprise? Les questions aussi d'environnement. Et donc, on voit qu'il y a une complexité des enjeux pour relever les défis de la transition énergétique, de l'acceptabilité sociale. Et donc, on ne peut plus travailler en silo, chacun dans son coin. Maintenant, l'ensemble de ces disciplines universitaires doivent travailler ensemble pour avoir des réponses concrètes aux enjeux de société. Et c'est le cas justement d'un projet là, qui vient tout juste d'être déposé à l'Université Laval sur les métaux et les minéraux critiques et stratégiques. En quelques mots, vous savez que pour développer, par exemple, des téléphones cellulaires, pour développer des technologies de la transition énergétique, ça prend des minéraux, des métaux très particuliers. Et puis, il y a un intérêt au Québec, on a du potentiel dans ce domaine-là. Alors, il faut réfléchir à la meilleure façon de les trouver, de les explorer, éventuellement de les exploiter, mais dans le respect des populations. Et puis, il y a des enjeux aussi qui se jouent parce qu'il y a une compétition, une concurrence internationale qui se fait aussi sur ces métaux critiques et stratégiques. Alors, on doit travailler ensemble et ce projet vise justement à regrouper des professeurs. Là, il y a plus d'une dizaine de professeurs dans ces multiples sciences en matière de procédés, en matière d'intérêt des populations, de responsabilité des entreprises, d'indépendance, de géopolitique, pour justement répondre à ces défis de société, mener des recherches en commun et ainsi d'avoir des réponses concrètes adaptées à ces enjeux de société. Donc, c'est ça, il faut que tout le monde touche un peu au projet pour qu'on puisse avancer, c'est ce que je comprends. Il faut se parler entre disciplines. Hein. Exactement. C'est ça la clé. Puis, en tant que juriste, comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour favoriser les projets de développement qui vont être respectueux justement pour les populations et pour l'environnement? On voit il y a vraiment de quoi faire, par exemple, quand on analyse la réglementation. On voit qu'on peut aussi travailler sur des questions qui touchent, par exemple, les ententes. Mais je pourrais peut-être faire un focus sur un projet de recherche en particulier parce que, en tant que juriste, notre compétence ne se limite pas à connaître le droit, à appliquer le droit, à analyser le droit. Il y a un projet de recherche que je mène avec l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador.
Donc, ce sont des représentants des Premières Nations, Mhm. ici au Québec, à Labrador. Puis notre but, c'est de développer un outil, un indice du risque social pour les Premières Nations. Donc, en fait, on veut, dans le cadre de cet outil que l'on développe, essayer de mieux comprendre quelle est l'acceptabilité d'un projet, mais surtout, qu'est-ce qui convient aux populations, puis euh, qu'est-ce qui génère des craintes, qu'est-ce qui pourrait susciter des rejets des populations par rapport à l'entreprise, par rapport au projet, par rapport à la façon dont l'entreprise communique. Et donc, c'est tout un ensemble, un outil composé de différentes variables qui va nous permettre de mieux comprendre les populations et même de dialoguer entre les différentes parties prenantes, entre les autochtones, les représentants de l'État et l'entreprise. Mhm. Puis là, vous allez me dire, mais Christophe, c'est quoi le rôle du droit là? Il y a quoi de juridique là-dedans? Ben moi, je vous dirais, il n'y a pas de droit en fait. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Mais qu'est-ce qui vient faire en sorte qu'un juriste est capable de travailler sur des questions où il n'y a pas de droit? C'est qu'en fait, notre compétence en tant que juriste, elle va au-delà de la connaissance du droit. Ouais. Vous savez, le rôle du juriste, on va de plus en plus dans les questions qui touchent à la médiation, au rapprochement des personnes, pour créer des projets communs, à la communication. C'est Et en je étant pense à que l'écoute, en fait, c'est ça. vraiment, vraiment, c'est l'une des Mm. peut-être même la qualité première, c'est de pouvoir écouter. Pouvoir écouter, d'avoir ce rôle un petit peu peut-être de neutralité, en tout cas d'objectivité, de confiance. Mhm. Et puis d'essayer ensuite de construire vers un projet commun. Puis c'est ça aussi que l'on développe en tant que juriste et que peut-être que ce projet montre justement. C'est que derrière le contenu de droit, ben, il y a un savoir-faire en tant que juriste. Puis ça, c'est vraiment important de le savoir parce que ça peut être porteur aussi pour nos avenirs. C'est un peu ce qui englobe toute notre rencontre aujourd'hui, c'est justement l'aspect très intersectionnel du droit, puis que pour avoir un projet qui répond à tous ces enjeux, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de l'environnement, et tous les autres enjeux qui entrent en ligne de compte, mais c'est vraiment justement de prendre toutes ces connaissances, puis de faire appel à toutes ces expertises, puis pas seulement au droit pour arriver à un résultat, au meilleur résultat possible finalement. Mhm. Exactement. Ouais, ouais. Puis, est-ce que vous pensez que l'association des populations à la recherche, ça pourrait améliorer la qualité des projets de développement? Oui, ça fait un lien un petit peu avec ce que vous disiez, le rôle du juriste, finalement, d'être Mhm. au au carrefour de ces entités, de ces personnes qui participent à des projets. On parle de plus en plus à ce qui est au cœur de la recherche, ce qui devient incontournable, c'est l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est une clé de succès de ces projets. Je pourrais prendre le cas d'un projet sur l'efficacité énergétique, pour le logement inuit au Nunavik, donc au Québec. Donc au grand nord du Québec, vraiment tout au nord, bien, il y a des populations inuites qui vivent et puis nécessairement de par les conditions, se trouvent dans des conditions de logement qui sont plus complexes, plus difficiles que nous dans le sud, ne serait-ce que pour les conditions météorologiques et autres, et des questions d'accès à l'énergie. Il y a pas on peut pas couper de bois ou autre, il y a pas d'arbres à pousser, c'est plus difficile d'avoir accès à l'énergie, à des logements, donc il y a vraiment des enjeux et donc réduire la consommation énergétique des logements, ça peut être un moyen pour ces populations de mieux gérer l'énergie, d'avoir plus de confort aussi et donc c'est l'objet de ce projet de recherche. Alors, le juriste, pourrait mener, de façon très, classique, dirons-nous, ce projet, en allant voir quelles sont les normes qui s'appliquent, quels sont les codes qui vont s'appliquer en matière d'efficacité énergétique et puis on pourra avoir quelque chose de très, de très beau, mais de risqué, parce que, dans le sens, il faut comprendre les réalités du terrain. Puis je ne pense que j'aurais pas la légitimité, si je me limitais à cette approche, d'avoir un papier, puis d'aller voir ces populations, de dire: «Bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire», sans les avoir Mhm. rencontrées, sans avoir compris le contexte. Comment ça se passe concrètement? Pensez-vous vraiment que l'on peut, dans un, domaine qui est aussi complexe, hein, il y a une Ouais. complexité d'acteurs, tu fais la convention de la baie James qui s'applique,
Alors, il faut être réaliste et pour avancer dans ce type de projet, il faut mettre autour d'une même table ces acteurs. Alors, ce projet réunit des membres des autorités fédérales, des autorités provinciales, donc du Québec, et aussi des acteurs locaux, des communautés. Et l'objectif, ça, c'est de se mettre ensemble. Il y a une activité qui va être créée, qui va être publique, une sorte d'atelier. On est en train de justement de voir la forme, quelle forme ça pourrait prendre pour impliquer au mieux ces différentes entités, mais aussi les populations. Comment elles vivent leur confort, comment elles vivent au quotidien, quels sont les conseils qu'elles ont à nous donner. Et c'est là alors où il sera vraiment possible de comprendre les règles de droit, mais de pouvoir faire des propositions qui sont le mieux adaptées pour ces populations. Puis peut-être que c'est une voie dans laquelle s'oriente de plus en plus la recherche en droit. Wow, c'est vraiment, c'est super. C'est ça, d'avoir un peu le point de vue externe, mais également celui interne pour pouvoir travailler plus efficacement et d'avoir des meilleurs résultats, j'imagine. Mhm. Puis, enfin, un peu pour conclure, là, pour nos auditeurs, est-ce que vous auriez des pistes de solutions pour ceux qui souhaitent contribuer au développement durable? Oui, parce que les auditeurs, je pense que de plus en plus, tout le monde se sent de plus en plus impliqué par les questions d'environnement, par le Ouais, social, le ouais. développement durable. Et on aimerait pouvoir, à chacun, pouvoir contribuer à notre échelle à la solution. Et de pouvoir faire un lien entre la recherche, par exemple les projets dont on a parlé dans ce balado, puis le public. Il y a certainement un intérêt du public à connaître le résultat des recherches, puis peut-être aussi de comprendre les solutions que propose la recherche en droit pour pouvoir eux-mêmes eh bien, contribuer à la solution. C'est drôle parce qu'en fait, on était en contact, puis chacun, on s'est développé, vous, votre Ouais. balado. Dans mon cadre, je prépare aussi une web série, donc en fait, une série de vidéos qui va être diffusée sur YouTube, et puis qui va être aussi mise en balado. Ça s'appelle «La minute éclair du droit des ressources naturelles et de l'énergie». Alors c'est un format court, hein, quelques minutes, environ 5-6 minutes, à destination du public de la francophonie. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui parlent français OK. dans le monde pour essayer d'avoir une dimension communautaire, qu'on soit dans l'Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, bref, toutes les personnes qui parlent français puis qui ont envie de connaître un peu quelle est la recherche en droit, puis quels éléments justement elles pourraient s'inspirer pour avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter l'envie? Et donc ces capsules vidéo seront disponibles sur YouTube, j'espère à partir du mois de mai. Il y a le balado qui va suivre aussi. Et donc c'est un projet qui est financé en partenariat, là encore, avec l'Institut de la francophonie pour le OK. développement durable, pour justement pouvoir toucher le public, puis pour vraiment créer ce lien avec le public. Puis j'imagine qu'il y aura un objectif de sensibilisation, là, vraiment de vulgarisation, en fait, des principes. Est-ce que ça va être plutôt du droit local ou vraiment droit international ou tout ça? Ouais, c'est en plein ça, hein. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne. Donc, c'est un gros Ouais, objectif parce que quand on fait de la exact. recherche, souvent, on est très précis. On s'adresse à un public expert qui comprend, mais qui est pas très nombreux sur la question. Non. Et là, c'est un peu l'inverse. On veut parler Toucher à au plus. tous. C'est ça. On veut toucher à tout le monde. Alors, ça implique d'être un peu plus clair, Ouais. un peu plus fun, un peu plus compréhensible, et puis Mhm. adapter le format. C'est pas, on veut des formats courts. On veut que ce Ouais. soit un peu convivial, que ce soit le fun, que les gens puissent participer. Donc, il y a un effort qui est mis là-dessus. Il y a des artistes qui travaillent au-dessus pour rendre le projet convivial. Et puis, ouais, c'est ça aussi toute la beauté finalement de s'adapter aux nouveaux enjeux. Je pense que la Covid nous a montré que on essaie de s'adapter, puis peut-être que maintenant le public de plus en plus a envie d'apprendre par lui-même, par des vidéos, par les balados, etc. Donc c'est une nouvelle perspective. Ouais.
Puis, je suis content d'apprendre de vous aussi parce que c'est une nouvelle aventure. Et félicitations. Oui, c'est ça, on a hâte d'entendre, de découvrir ce nouveau projet. Puis enfin, est-ce que si certains ou certaines désirent en apprendre davantage sur le sujet, comment est-ce qu'on peut vous suivre ou vous contacter? Connaître ce qui a été fait dans le cadre de la chaire, il y a le site internet. Le site internet va rester en ligne pendant encore un certain temps. Comme ça va permettre aux personnes d'accéder à ces connaissances qui sont en accès libre. Le site internet, c'est drne.ulaval.ca. Donc, c'est pour DRNE pour droit des ressources naturelles et de l'énergie. Donc, drne.ulaval.ca. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Twitter aussi. Et puis, très bientôt, vous aurez la minute éclair du droit des ressources naturelles et de l'énergie qui sera disponible sur YouTube et un petit peu plus tard en balado. Mais Christophe, merci beaucoup Merci. de votre participation au balado. C'était vraiment un échange. Chaque fois qu'on fait un épisode, on est vraiment choyé d'avoir des invités aussi impressionnants et intéressants. Donc, merci de votre participation, de votre générosité à avoir participé à cet enregistrement avec nous. Puis, bonne chance pour la suite. J'imagine qu'il y a des projets qui s'en viennent pour vous maintenant que la chaire prend fin. Vous êtes toujours donc enseignant à l'université. Puis, je pense que vous allez être occupé avec votre podcast également et la Minute Éclair. Donc, bonne chance pour la suite. Mais merci Flavie, merci Mathilde et puis merci aux auditeurs. Merci.